Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois et bienvenue à tous sur Astro Curieux. Alors, c'est génial de voir déjà que la communauté grandit et que, en plus, je vois qu'il y a pas mal d'échanges. On échange pas mal ensemble, je réponds à pas mal de vos commentaires sur des anciennes vidéos et puis même celles qui sont assez récentes. Et aussi, en particulier, sur les grands mystères de l'univers. On parle de pas mal de sujets qui côtoient un petit peu tout un tas d'informations, de mystères, de théories différentes concernant notre univers. Et, euh, et j'avoue que c'est vraiment cool. Et donc, merci à tous pour votre soutien et votre écoute. Alors aujourd'hui, on va se poser une question encore plus fascinante finalement que la dernière fois. Je vous ai préparé une suite par rapport à l'épisode sur le Big Bang et est-ce que c'était vraiment le début de tout? C'était le sujet de l'épisode. On a parlé de tout un tas de choses et on avait vu que cette idée, en fait, bien qu'ancrée en fait dans notre culture scientifique, elle pose toujours plein de problèmes et qu'il existe en fait des modèles alternatifs comme l'univers cyclique ou le Big Bounce, comme je vous ai déjà expliqué dans l'épisode précédent. Cette fois-ci, on va essayer d'aller un peu plus loin, on va voir un petit peu, on va essayer de théoriser si le Big Bang n'était pas un début, mais plutôt un simple, un simple épisode d'une histoire bien plus vaste en fait. On pourrait se demander qu'y avait-il avant le Big Bang? Et peut-on parler bien sûr d'un avant si le temps lui-même a été émergé à ce moment-là? Et surtout, quelles sont les hypothèses les plus sérieuses que la science explore aujourd'hui? Alors installez-vous bien, confortablement, on va plonger donc dans un nouvel épisode, on va explorer les théories modernes, les idées révolutionnaires et des observations qui pourraient changer notre façon de voir l'univers. Alors bien sûr, déjà, vous vous êtes déjà peut-être demandé, qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang? Et rien que d'y penser, en fait, ça donne un peu le vertige, quoi. Et donc, dans l'épisode précédent, on a exploré ensemble la théorie du Big Bang et puis les limites, mais on a vu aussi comment notre univers a commencé dans une énorme explosion d'énergie et d'espace, donc il y a à peu près 13,8 milliards d'années. Et puis on a discuté aussi de ce que cette théorie explique, comment elle explique, à quel point elle l'explique bien en fait. Voilà, je vais y arriver. Et puis même de ce qu'elle peut laisser encore dans l'ombre, parce qu'il y a quand même des interrogations. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus loin encore. Et puis on va essayer d'oser, euh, on va essayer d'oser s'attaquer, si on peut dire, à une question un peu audacieuse. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Et pourquoi est-ce qu'on se permet même de poser cette question? Eh bien, euh, parce que déjà le modèle cosmologique standard, donc celui du Big Bang, il décrit l'évolution de l'univers à partir de son instant initial, mais il ne dit rien, ou presque rien, sur ce qui a provoqué ce fameux instant zéro, si on peut dire. Et donc, c'est un peu comme si on lisait un livre. On va commencer donc au premier chapitre, et donc on peut se demander, on peut se demander s'il n'y avait pas un prologue avant, en fait, avant le premier livre qu'on lit. Il y a peut-être quelque chose qui a préparé le terrain, quelque chose qui a préparé l'aventure qui a mené à l'écriture du livre. Vous comprenez? Et donc, il y a forcément quelque chose avant. Donc le Big Bang, aussi incroyable soit-il, il ne répond pas à tout en fait. Donc déjà, d'où vient l'énorme énergie initiale pour créer le Big Bang? Qu'est-ce qui a déclenché l'expansion? Est-ce que le temps et l'espace existaient avant cet événement? On peut se poser toutes ces questions. Ce sont des questions qui sont vertigineuses, ça c'est sûr, et c'est même précisément, si on peut dire, euh, ce que les scientifiques en fait ont proposé. Ils ont proposé des théories alternatives et complémentaires pour apporter des potentielles solutions. Alors bien sûr, rassurez-vous, pas besoin d'être astrophysicien pour suivre cet épisode. On va parler de ces théories modernes de manière simple et imagée, un peu comme si on racontait une histoire. Donc il faut imaginer un peu par exemple que l'univers soit un phénix, si vous préférez. Le Big Bang serait sa naissance flamboyante, mais peut-être qu'avant, il y a eu une autre vie de l'univers qui s'est achevée pour permettre à la nôtre de commencer. Ou encore penser à un trampoline cosmique par exemple. L'univers pourrait s'effondrer puis rebondir au lieu d'avoir un seul début figé dans le temps, et ces images donnent un aperçu des idées que l'on va explorer ensemble. Et donc on va voyager aux frontières de la science, là où ça flirte un peu avec la philosophie, des théories aussi, des univers qui rebondissent comme des balles, un univers qui est peuplé de milliards de bulles cosmiques, ou même d'autres scénarios encore plus fous.
Et donc, préparez-vous parce que pour comprendre l'avant Big Bang, euh, il faut aller hors des sentiers battus. Voilà, il faut parler de théories un peu alternatives. Alors, comment les cosmologues tentent-ils de percer le mystère de l'avant Big Bang? Par quelle hypothèse et expérience de pensée commencent-ils? Vous allez voir, on va quand même explorer beaucoup de choses, pas mal de choses durant ces séries d'épisodes que je vais vous proposer. Ça sera vraiment intéressant. Je tenais à dire aussi que je vais essayer de faire un petit travail sur le son. J'espère que vous n'avez pas trop de problèmes de son chez vous. Il y a à peu près trois auditeurs qui m'ont dit que ma voix n'était pas assez audible. Et donc j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires si vous entendez aussi correctement ma voix, s'il n'y a pas de problème de votre côté, puisque je me pose quand même quelques questions. Allez, très bonne écoute à tous en tout cas. Allez, commençons l'épisode. La théorie du Big Bang, donc, elle décrit une expansion initiale de l'univers à partir d'un état extrêmement dense et chaud. Donc ça explique avec succès les observations, comme le fond diffus cosmologique, donc c'est une lumière fossile à la température quasiment uniforme, et l'abondance des éléments légers qui ont été formés peu après le Big Bang. Cependant, les modèles standards du Big Bang laissent plusieurs énigmes sans réponse. Déjà, le problème de l'horizon. Comment l'univers observable peut-il être aussi homogène? Donc la même température de fond cosmique. Alors qu'en fait, il y a des régions qui sont très éloignées et qui n'ont jamais pu communiquer depuis le Big Bang. Ça, c'est une question qu'on vous pose et c'est une interrogation extrêmement importante selon moi. En théorie, il y a des zones qui n'ont pas eu le temps d'échanger de la lumière ou de la chaleur et pourtant elles se ressemblent énormément. Et donc ça, c'est le premier point. Alors, ensuite, on a le deuxième point, c'est le problème de la platitude. Les mesures, elles montrent que la géométrie de l'univers est elle est presque parfaitement plate. C'est-à-dire que la densité de matière-énergie est extrêmement proche de la valeur critique. Et ça, je ne sais pas si vous avez compris, mais dans le cadre du Big Bang seul, il aurait fallu des conditions initiales ajustées de façon, si je peux dire, prodigieuse, pour aboutir à un univers si plat après 13,8 milliards d'années. Et ça, ce sont des sources qui proviennent de wmap.gsfc.nasa.gov. Donc c'est pas n'importe qui raconte ça. Ensuite, la moindre déviation initiale aurait conduit soit à un effondrement rapide, soit à une expansion bien plus chaotique. Donc là, on est toujours dans le deuxième point, mais vous voyez que c'est quand même ultra méga important. Le troisième point, c'est le problème des monopoles magnétiques. Vous avez des modèles de physique qui prédisent que l'univers primordial aurait dû créer de nombreuses particules exotiques, comme des monopoles magnétiques. En fait, ce sont des particules qui portent un seul pôle magnétique au lieu de deux. Pardon, je bégaye. Pourtant, il n'y a aucun monopole qui n'a jamais été détecté, donc ce qui contredit les attentes naïves du Big Bang sans ajustement. Donc j'espère que vous avez compris ces trois points-là. Après, donc, ces problèmes, ils suggèrent bien sûr que le scénario du Big Bang, le Big Bang classique, est incomplet. Mais ça, on l'a vu dans le premier épisode. On a vu qu'il y avait quand même des interrogations. Alors, quelque chose a dû se passer avant ou pendant les tout premiers instants pour établir des conditions initiales aussi particulières. C'est ici qu'entrent en jeu des idées audacieuses sur l'avant Big Bang. Donc ce n'est pas moi qui raconte l'histoire, ce sont des recherches que j'ai faites moi-même, mais voilà, je vais essayer de vulgariser un petit peu ce que j'ai appris, ce que j'ai cherché, et j'espère que ça répondra à certaines de vos interrogations. Déjà, on va parler de l'inflation cosmique et de ses mystères. Pour résoudre les énigmes précédentes, les cosmologistes ont introduit dans les années 80, dans les années 1980, l'idée de l'inflation cosmique. Donc l'inflation, elle postule qu'une fraction de seconde après le Big Bang, eh bien, l'univers a traversé une phase d'expansion extrêmement brutale et rapide. Donc bien plus rapide que l'expansion actuelle. Donc, en gonflant soudainement, comme un ballon par exemple, eh bien, l'espace aurait aplani toute courbure et homogénéisé la matière. Et ça expliquerait ainsi pourquoi l'univers observable est si uniforme et plat.
Voilà, ça c'est très important aussi à comprendre. Donc durant cette phase, l'énergie du vide, donc qui est liée à un hypothétique champ d'inflation, eh bien dominait le contenu de l'univers et provoquait son expansion exponentielle. Alors je vous ai mis une petite image, je vous la mets directement à l'écran. Ce schéma de la NASA, il retrace un petit peu l'histoire de l'expansion de l'univers, donc du Big Bang à gauche, jusqu'à aujourd'hui à droite. Et donc la fine bande lumineuse, tout à gauche, elle représente l'inflation cosmique, donc qui a dilaté l'espace de façon démesurée peu de temps après le Big Bang. Et donc en étirant ainsi l'espace, eh bien l'inflation explique pourquoi on observe un univers plat et homogène à grande échelle. Donc ça vient de la NASA. Donc en résolvant en fait d'un coup plusieurs problèmes du Big Bang, eh bien l'inflation est devenue un ingrédient quasiment incontournable du modèle cosmologique. Alors par exemple, quand on étend l'univers primordial d'un facteur colossal, d'au moins à peu près 10 puissance 26 en taille, eh bien toute courbure initiale aurait été diluée comme la surface d'un ballon qui s'agrandit. Vous voyez, plus le ballon gonfle, plus son fragment de surface paraît plat. On est d'accord. De même, des régions aujourd'hui très éloignées auraient pu être en contact avant l'inflation. Je vais y arriver. Donc ce qui explique un petit peu qu'elles aient la même température. Donc l'inflation les a ensuite éloignées en les sortant de l'horizon les unes des autres. Et enfin, les éventuels monopoles produits au tout début, eh bien ils auraient dispersé dans un volume si immense qu'ils seraient en fait devenus quasiment indétectables, bien sûr. Et donc ce qui concorde en fait avec le fait qu'on n'en voit pas. Voilà. Donc cependant, l'inflation elle-même, en fait, elle soulève des nouvelles questions, bien sûr. D'abord, qu'est-ce qui a provoqué cette expansion fulgurante? On va en parler après, bien sûr. Les physiciens, ils imaginent souvent un nouveau champ énergétique qu'on peut surnommer l'inflation, mais sa nature précise reste quand même inconnue pour l'instant. Ensuite, pourquoi l'inflation s'était arrêtée? Il a fallu que cette expansion exponentielle cesse pour que l'univers poursuive son évolution normale et forme des atomes, des étoiles, des galaxies, etc. Et donc le mécanisme de rupture de l'inflation, qu'on appelle le réchauffement ou l'énergie du champ d'inflation, eh bien elle se convertit en matière et rayonnement. D'accord? Donc le mécanisme de rupture de l'inflation, eh bien, est encore hypothétique. Enfin, eh bien, ça c'est une autre information que je peux vous donner, l'inflation, elle pourrait aussi avoir des conséquences vertigineuses. Dans bon nombre de modèles, par exemple, une fois déclenchés, eh bien, quand on déclenche les modèles sur des simulations informatiques, eh bien, l'inflation, en fait, ne s'arrête pas partout en même temps. Et il y a certaines régions de l'espace qui continueraient, en fait, à s'étendre de manière incontrôlée. Et du coup, ça entraînerait la création de multiples bulles d'univers. Et là, j'ai toute votre écoute, j'espère. Notre Big Bang ne serait alors que l'une de ces bulles qui aurait donc cessé d'inflater au sein d'un univers bien plus vaste. Cette bulle, ce serait donc le Big Bang aurait créé cette bulle qui aurait créé donc notre univers, mais nous, on est juste une bulle, voilà. Elle s'est stabilisée une fois que le Big Bang s'est fait, au bout d'un certain temps. Et puis après, eh bien, tout autour de notre bulle, vous avez d'autres bulles qui se créent, d'autres Big Bang. Donc voilà, comme je vous le dis, notre Big Bang ne serait alors que l'une de ces bulles qui aurait cessé d'inflater, qui aurait cessé d'inflationner, je ne sais pas comment on peut le dire. Dites-le moi en commentaire, je bug. Au sein donc d'un multivers bien plus vaste, bien sûr. Mais on va y revenir, de toute façon, je vous dis, on va en parler après. Donc malgré ces mystères, l'inflation, bien sûr, elle est séduisante parce qu'elle s'intègre bien aux observations actuelles et c'est désormais donc une extension reconnue du Big Bang, même si prouver directement qu'elle a eu lieu est difficile, bien sûr, je peux vous l'accorder. Donc les cosmologistes recherchent par exemple le souvenir des ondes gravitationnelles primordiales.
qu'elles auraient pu engendrer. Je veux dire par là des infimes perturbations dans la polarisation du fond cosmologique et qu'on peut prénommer mode B. Donc en 2014, l'expérience BICEP2, donc on peut dire biceps 2, bicep 2, a cru détecter de tels signaux. Je ne sais pas si vous connaissiez cette expérience, et du coup, en fait, ce qui a fait d'ailleurs un grand bruit dans la science. Et d'ailleurs, on a réalisé après qu'il provenait en fait en réalité de la poussière de notre galaxie. Vous voyez, c'est quand même incroyable, hein, ce genre d'histoire. C'est Trust My Science, hein, la source. Bon, pour l'instant, l'inflation, elle reste donc un paradigme à confirmer, bien sûr, expérimentalement, et elle pose, bien sûr, de nombreux défis, notamment pour intégrer avec élégance pour l'intégrer, bien sûr, avec élégance à la physique des particules. Et donc, ces incertitudes ont motivé certains chercheurs à explorer, bien sûr, d'autres voies, comprendre les débuts de l'univers, et même parfois sans inflation. Alors j'espère déjà que je vous ai un petit peu appris pas mal de trucs, parce que moi-même, en créant cet article, il y a d'énormes informations que je ne connaissais pas. Et franchement, c'est incroyable les progrès qu'on fait actuellement. Ces dernières années sont incroyables. On va continuer cette suite. On va parler un petit peu du modèle du grand rebond. Je vous avais déjà parlé du Big Bang à l'époque, dans le premier épisode. Et donc là, on va essayer de détailler un petit peu tout ça avec les dernières informations. Vous allez voir, c'est captivant. Et si le Big Bang n'était pas le début absolu de l'univers, mais plutôt le résultat d'un effondrement précédent? Et ça, c'est l'idée du grand rebond, ou Big Bounce en anglais. Et au lieu donc d'une création ex nihilo, hein, de l'espace et du temps, eh bien l'univers oscillerait à travers des cycles successifs d'expansion et de contraction. Donc un petit peu comme l'analogie sur le battement du cœur humain. Dans le premier épisode, je vous en ai parlé très longuement et avec détail. Alors, dans ce scénario, ce que nous appelons le Big Bang serait en fait un rebond qui a donc suivi donc l'effondrement d'un univers antérieur. L'univers actuel pourrait donc ainsi être l'héritier d'un univers précédent qui s'est contracté et qui a atteint un état extrêmement dense, puis a rebondi en déclenchant notre phase d'expansion que l'on connaît aujourd'hui. Donc une telle idée, bien sûr, n'est pas nouvelle, hein. Il y a des cosmologistes qui y réfléchissent depuis des décennies, mais elle a été longuement en fait, hein, écartée parce qu'elle était très difficile à concilier avec la physique connue de l'époque aussi. Et en effet, hein, d'après la relativité générale classique, un univers en contraction tend à s'effondrer irrémédiablement en singularité. Donc la singularité, c'est le point de densité et courbure infinie. Donc, je répète la phrase. En effet, d'après la relativité générale classique, un univers en contraction, il tend à s'effondrer irrémédiablement en une singularité plutôt que de rebondir. Et donc, dans les années 60, Stephen Hawking et Roger Penrose ont même démontré d'ailleurs des théorèmes qui indiquent que, sous des conditions générales bien sûr, un univers en contraction doit aboutir forcément à une singularité gravitationnelle. Autrement dit, selon la physique standard, un big crunch, donc le grand effondrement final, ne peut pas naturellement se transformer en nouveau Big Bang. Il faut un petit ingrédient exotique pour éviter le destin d'un trou noir. Alors bien sûr, vous vous en doutez, il y a plusieurs pistes qui ont été envisagées pour rendre possible un rebond. Par exemple, des théories de gravité quantique. Donc c'est la cosmologie quantique à boucle, hein, qui suggère que l'espace-temps lui-même pourrait offrir en fait une sorte de ressort à l'échelle ultra microscopique. En gros, lorsque la densité atteint une valeur critique, eh bien il y a une force répulsive quantique qui va contrebalancer la gravité et l'empêcher de s'effondrer complètement. Et il y a, bon, après, ça c'est un modèle, mais il y a d'autres modèles qui introduisent bien sûr des formes de matière ou d'énergie exotique
à pression négative, hein, capable de provoquer une expansion au cœur de la phase contractée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, pendant longtemps, ces tentatives, elles se sont heurtées en fait à des problèmes d'instabilité. Donc, c'est-à-dire ajouter une énergie négative, ça rend souvent le modèle instable en fait, hein. Ça engendre des fluctuations incontrôlées du vide. Et donc, ce n'est que récemment en fait finalement que des cosmologistes ont proposé des mécanismes de rebond, mais sans instabilité fatale. Donc ça relance un peu l'intérêt pour le Big Bounce. Bon, après, ils s'arrangent bien, les scientifiques, hein. Ils font un peu leur propre théorie. Après, dans ces nouveaux scénarios, bien sûr, l'univers peut se contracter puis repartir en expansion sans passer par une singularité, évitant le point d'infini où la physique classique en fait, hein, va s'effondrer. Mais bon, vous voyez, tout un tas de modèles est possible. Le grand rebond, en fait, hein, il présente bien sûr des atouts intrigants. D'abord, il supprime en fait la singularité initiale, donc l'atome primitif, hein, du Big Bang n'est plus en fait une frontière mystique hors du temps, mais simplement en fait une transition. Ensuite, on a un univers donc en lente contraction avant le rebond, et donc il pourrait en fait s'homogénéiser naturellement en fait, hein, avant de se réexpanser. Et donc on peut l'imaginer en fait, hein, comme un gaz que l'on va comprimer lentement, et donc les particules, elles ont le temps d'échanger de la chaleur, d'uniformiser la température, et de même, durant une contraction très longue, eh bien l'univers aurait pu s'équilibrer et lisser ses irrégularités avant de rebondir. Et donc ceci pourrait expliquer pourquoi l'univers a rebondi. Vous voyez? Donc le nôtre, hein. Et pourquoi notre univers, en fait, si je peux dire, qui a rebondi, est aussi uniforme dans le fond diffus cosmologique. Comme je vous l'ai dit en début d'épisode, on n'a une infime différence de température dans les fluctuations du fond diffus cosmologique. Et ça, c'est bizarre, comme je vous l'ai dit. Et c'est pour ça que je vous dis que dans toutes les informations que je viens de vous dire précédemment, que ça pourrait expliquer pourquoi l'univers qui a rebondi, donc le nôtre, est aussi uniforme, pareil presque, sans invoquer une phase d'inflation distincte. En somme, le Big Bang pourrait offrir une réponse possible aux problèmes d'horizon et de platitude. Vous voyez, parce que je vous disais que notre univers, c'est incroyable qu'il soit aussi plat en 13,8 milliards d'années. Vous voyez? Et donc l'uniformité, elle viendrait en fait du passé d'un cycle précédent. C'est hyper intéressant et ça fait réfléchir, je peux l'avouer. Je vais vous montrer à l'image, à l'écran, tout de suite, un comparatif visuel. Ce schéma, donc il est en anglais, je suis désolé, mais il va falloir le traduire. C'est assez simple, je pense que vous allez y arriver. Avec votre téléphone, normalement, vous pouvez traduire facilement. Eh bien, cela compare 3 visions de l'univers. On a par exemple le Big Bang standard, qui est suivi donc de l'expansion, qui donne un univers qui s'étend, mais ne justifie pas son homogénéité. Et ça, c'était un dilemme qui n'a été résolu par aucune phase supplémentaire. Donc ça, c'était à gauche, hein. Ensuite, au milieu, on a l'inflation cosmique, qui est ajoutée juste après le Big Bang. Et donc l'univers, il commence comme une minuscule région qui est lisse et qui gonfle exponentiellement, et qui va donc produire un univers uniforme et plat sur de vastes échelles. Et ensuite, en bas, le modèle du Big Bang propose qu'un univers antérieur, d'abord clumpé, hein, si on peut dire, et inhomogène, eh bien, va se contracter lentement sous l'effet de la gravité, ce qui lui laisse donc le temps de se lisser avant d'atteindre un état dense et après de rebondir en une nouvelle expansion. J'espère que je suis assez explicite, parce que je le fais vraiment, j'espère, au plus simple. Donc l'univers actuel, il démarre ainsi déjà uniforme en fait. Puis les structures, donc les galaxies, les étoiles, etc., réapparaissent au fil du temps grâce à la gravitation. Et tout ça, c'est quantamagazine.org, sur lequel je me suis basé. C'est des informations sur ce site-là. Et donc le scénario du grand rebond n'est pas encore validé, bien sûr, mais il est testé à travers des modèles mathématiques. Et on pourrait donc un jour,
on pourrait donc un jour l'être par des observations, bien sûr. On pourrait peut-être l'être un jour, on verra. Et si c'est vrai, eh bien ça signifie que l'univers, eh bien, est éternel. Il oscille à travers des cycles successifs de naissance et de mort, comme un phénix cosmique. Et il faut noter qu'il existe plusieurs variantes. Il y a certains qui imaginent des rebonds périodiques identiques, bien sûr, et d'autres des cycles avec à chaque fois des paramètres différents. Par exemple, le physicien Roger Penrose, il a proposé une cosmologie cyclique conforme, où l'univers en fait est en expansion, il dilue toute matière sauf des radiations de trous noirs en évaporation, et donc qui deviendraient donc les graines du Big Bang suivant. Et cette idée, elle rejoint le Big Bounce dans l'esprit. Il n'y a pas de début unique en fait, mais c'est juste une succession de mondes en fait. Donc on verra bien sûr ce qu'en disent les observations plus loin. On va en parler après bien sûr. Maintenant, dans cette prochaine partie, on va se concentrer sur l'hypothèse du multivers inflationnaire. J'espère que ça vous captive toujours autant, je vous assure que c'est ultra intéressant. Allez, il faut revenir donc à l'inflation et à son étonnante conséquence potentielle, le multivers. Si l'inflation a bien eu lieu, rien ne garantit qu'elle s'est produite de façon uniforme partout. Au contraire, selon le concept d'inflation éternelle qui a été introduit par Andrei Linde en 1982, eh bien l'espace pourrait être une gigantesque mousse en perpétuelle croissance, où l'inflation s'arrête localement par endroits, formant des bulles d'univers, tandis qu'elle continue ailleurs à l'infini. Chaque bulle où l'inflation s'arrête correspond en fait à un nouvel univers qui démarre son propre Big Bang, indépendamment des autres, bien sûr. Et donc du coup, dans ce cadre, notre univers observable ne serait qu'une bulle parmi une multitude. Il aurait gonflé, puis arrêté l'inflation il y a 13,8 milliards d'années, et donc ça aurait enclenché la naissance de la matière telle que nous la connaissons, alors que d'autres bulles ailleurs ont pu engendrer d'autres univers avec possiblement des propriétés différentes, bien sûr. Et donc l'image, elle est celle d'un champ infini d'espace en inflation, semblable à un pain en fait, du pain qui lève, au sein duquel des bulles apparaissent comme des raisins, et chacune en fait gonfle localement, puis décroche du processus inflationnaire et se détache du four cosmique pour suivre sa propre évolution. J'espère que vous avez pu comprendre un petit peu cette petite analogie. Alors à l'écran, je vous mets une vue d'artiste de multivers à bulles. Chaque sphère que vous voyez, elle représente un univers distinct, un univers bulle distinct. Et notre univers est donc illustré à gauche, qui contient des galaxies, avec sa frontière lumineuse qui correspond au Big Bang. Et autour d'autres bulles naissent, et certaines pourraient même entrer en collision les unes avec les autres. Et d'après les modèles, des univers bulles peuvent surgir en fait en permanence. Certaines gonflent énormément, tandis que d'autres s'effondrent très rapidement. Et donc si deux bulles voisines se touchent, cela pourrait donc laisser des traces dans leur contenu, via les ondes gravitationnelles par exemple. Et donc il y a des scientifiques qui ont même cherché des indices que notre cosmos en fait aurait été bousculé par un autre univers par le passé. Ça c'est une information incroyable. C'est la NASA, je suis toujours sur la NASA. L'hypothèse du multivers inflationnaire est donc fascinante, mais difficile bien sûr à appréhender et à comprendre, à visualiser. D'un côté, elle découle presque inévitablement de l'inflation qui est poussée à l'extrême, donc en l'absence d'un mécanisme qui l'arrête partout, eh bien on obtient une prolifération éternelle d'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça résout au passage la question de qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Ça résout en fait la notion de... Ça résout la notion même de début. L'inflation, en fait, elle aurait pu exister depuis toujours, en fait, quelque part. Et donc, du coup, ça aurait généré une infinité de Big Bang. D'un autre côté, bien sûr, le multivers,
il soulève un défi scientifique majeur. Déjà, est-ce qu'on peut le tester? Non. Par définition, les autres univers sont en dehors du nôtre, et donc hors de portée. Et donc on ne peut pas y voyager ni communiquer avec eux, a priori, hein, bien sûr. Donc la seule chance d'en voir un effet serait en fait une collision entre notre bulle et puis une autre dans un lointain passé. Alors que se passerait-il si deux univers bulles entreraient en collision? Les physiciens, ils estiment qu'un tel choc laisserait en fait une empreinte circulaire en fait dans le fond diffus cosmologique. C'est une région du ciel avec une anomalie de température en disque. Et donc il y a des équipes qui ont scruté les cartes du rayonnement cosmique à la recherche de ces fameux cercles cosmiques. Et en 2011, il y a une étude qui a cru identifier quatre zones, qui a cru identifier 4 zones circulaires qui étaient vraiment inhabituelles, hein, dans les données du satellite WMAP. Et donc compatibles avec l'idée de collision d'univers. Mais vous voyez, vous allez comprendre après par la suite que toutefois, en exploitant les données plus précises du satellite Planck, bien sûr par la suite, aucune preuve solide de tel disque en fait n'a été confirmée. En fait, les motifs qui ont été détectés semblent pouvoir s'expliquer juste par le hasard statistique et juste en fait par les fluctuations normales en fait, hein, du fond diffus cosmologique. Et donc en 2015, il y a une autre analyse des données Planck qui a rapporté un léger indice d'un possible contact, alors je vous le dis entre guillemets, avec un univers adjacent. Donc ça c'est en lien bien sûr avec l'anomalie froide du fond diffus cosmologique. Mais là encore bien sûr sans certitude, à ce jour le multivers demeure donc une idée spéculative bien sûr. C'est attractif par sa portée explicative, mais c'est en attente d'une validation observationnelle et expérimentale bien sûr. Bien, maintenant on va passer à ce que disent les observations, puisque après avoir exploré ces scénarios de l'avant Big Bang, il faut revenir à ce que la science a effectivement observé bien sûr jusqu'ici. Et donc comment cela soutient en fait ou non les différentes théories. Alors on va parler de plusieurs points, vous allez voir c'est intéressant. Déjà l'homogénéité et la platitude avérée. Je vous ai parlé d'homogénéité et de platitude. Les satellites comme Planck et WMAP, ils ont cartographié l'univers primordial. Et donc ils ont confirmé qu'il est extrêmement uniforme et spatialement plat. Et donc ces caractéristiques sont précisément ce que l'inflation prédisait en fait, hein. Par exemple, l'inflation, elle explique pourquoi le fond cosmique, il présente les mêmes fluctuations à grande échelle, dans toutes les directions. Et sans inflation, donc entre parenthèses, hein, ou sans un rebond qui est lissé avant bien sûr, eh bien ces propriétés seraient difficiles à justifier. Ensuite, deuxième point, pas de monopole ni défaut topologique observé. Il n'y a aucune trace des objets exotiques que le Big Bang initial devrait produire. Donc je parle des monopoles magnétiques et les monopoles de Dirac, etc. Et donc ça n'a pas été trouvé. Leur absence, elle est en accord donc avec le scénario inflationnaire, ce qui les rend, qui les aurait dilués à des densités infinitésimales, bien sûr. Et donc en revanche, un univers cyclique pourrait aussi en venir à bout, en fait, hein, si chaque cycle redémarre à neuf, quoi. Et donc ça détruirait un petit peu ces reliques, ce qui reste donc à préciser, bien sûr, hein, selon les modèles, mais voilà. Et quand je dis redémarrer à neuf, c'est pas le chiffre 9, c'est redémarrer à 0, quoi. Avec une structure, un modèle complètement nettoyé, quoi. Ensuite, l'autre argument, l'autre point, c'est la structure primordiale conforme au calcul. L'inflation, en fait, en plus de résoudre des problèmes, elle a fourni quand même un cadre pour calculer l'origine des galaxies. Et donc, les infimes fluctuations quantiques qui sont étirées par l'inflation, elles expliquent la distribution des galaxies qui sont observées aujourd'hui. Et donc, les mesures du spectre des anisotropies du fond diffus cosmologique, eh bien, cela correspond remarquablement bien aux formes prévues par les modèles inflationnaires. Et donc, ça consolide, vous voyez, indirectement, la plausibilité de l'inflation. Voilà. Ensuite, l'autre point, c'est les ondes gravitationnelles primordiales recherchées. La détection des vibrations de l'espace-temps, produites juste après le Big Bang, serait un sésame, en fait, pour valider l'inflation.
peut-être un rebond hein, même, pourrait aussi qui pourrait aussi générer par exemple un spectre particulier d'ondes gravitationnelles. Et pour l'instant, bien sûr, malgré des efforts intenses, hein, je vous ai parlé de BICEP 2, de Keck Array, et même des observatoires à venir, j'en ai pas parlé, mais on en parlera peut-être après, et ces ondes primordiales n'ont pas encore été observées malheureusement. Donc euh, le signal un temps annoncé en 2014 s'est avéré dû à des poussières galactiques qui ont repoussé en fait la confirmation. Et donc la sensibilité prochaine des instruments, donc le projet Lightbird par exemple, il pourrait permettre de trancher. Soit on détecte ces ondes, donc ce qui accréditerait fortement l'inflation, soit on ne les voit pas encore, alors on ne les voit pas alors qu'on s'y attendait. Pardon. Donc c'est ce qui va rouvrir en fait finalement la porte à d'autres explications. Peut-être un rebond sans inflation. Mais bon, vous voyez, là on part dans des théories, dans des modèles différents. C'est assez complexe. Ensuite, le prochain point, c'est qu'il n'y a aucun consensus sur d'éventuelles traces d'un univers précédent. Il y a des propositions, bien sûr, audacieuses, même des explications que je vous ai détaillées dans cet épisode, qui ont essayé de chercher des motifs inhabituels dans le rayonnement fossile qui seraient inexplicables par le seul Big Bang. Par exemple, il y a Roger Penrose et ses collègues qui prétendent avoir identifié des points de Hawking. Et donc, ce sont des cercles de lumière polarisés dans le fond cosmique. Donc, c'est interprété comme des vestiges d'un trou noir qui s'est évaporé d'un univers, en fait, d'un univers antérieur. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est assez incroyable comme information. Et ces points, ils correspondent en fait au fameux mode B de polarisation que d'autres attribuent aux ondes gravitationnelles de l'inflation. Et donc la majorité des scientifiques, ils restent quand même sceptiques bien sûr sur l'interprétation du pré-Big Bang. Mais bon, à ce jour, comme je vous l'ai dit, je le répète, aucune observation n'est universellement reconnue comme la preuve d'un cycle précédent. Voilà. Si le Big Bang a laissé une empreinte, elle demeure franchement subtile et controversée pour l'instant. Ensuite, dernier point, et après on va passer à la suite, il n'y a pas de preuve tangible du multivers pour l'instant. Et je dis bien pour l'instant. Malgré quelques anomalies bien sûr du fond diffus qui ont fait l'objet d'analyses telles que la tache froide qui pourrait correspondre à une collision de bulles, eh bien il n'y a aucune mesure qui n'a confirmé l'existence d'un autre univers. Les indices rapportés avec Planck en 2015 sur un possible contact inter-univers, ça reste quand même trop ténu pour l'instant. Donc je peux pas acquiescer pour l'instant, c'est de la théorie. Et donc la plupart des cosmologistes considèrent bien sûr que le multivers inflationnaire, bien qu'il découle logiquement de certaines théories, eh bien ce n'est pas encore une hypothèse qu'on peut tester de manière robuste. Et en clair, pour l'instant, je vous le dis franchement, on a pour l'instant accès qu'à notre bulle. Voilà. Les autres, s'il y en a d'autres qui existent, eh bien elles laissent peut-être des murmures, vous voyez, dans les données, mais on ne peut pas les comprendre, on ne peut pas les entendre, il n'y a rien de concluant. En résumé, en fait, l'état actuel des observations, elle supporte fortement l'idée que quelque chose d'inhabituel s'est passé en fait dans les premiers instants. Donc je parle bien de l'uniformité du cosmos, hein. Ça en est le témoin muet en fait, si je puis dire. Mais l'inflation, elle demeure le cadre explicatif préféré parce qu'elle a déjà plusieurs succès à son actif, bien qu'indirect, mais il y a quand même du succès. Et donc les scénarios alternatifs, comme le grand rebond ou le multivers, ne sont pas exclus par les données, mais elles nécessiteraient des preuves aujourd'hui absentes ou ambiguës. Vous voyez, la cosmologie, elle est donc pour l'instant à la croisée des chemins, hein, bien sûr, hein, soit de futures observations qui vont confirmer donc l'inflation, par exemple en détectant son empreinte gravitationnelle, soit il faudra repenser notre vision et peut-être accorder plus de crédit à des idées comme le rebond cyclique, par exemple. Alors voilà, là déjà sur cet épisode-là, vous avez vu qu'on a parlé de beaucoup de choses. Mais je vous garantis qu'on va continuer la suite sur 3 autres points, 3 autres parties sur lesquelles je voudrais discuter avec vous. Et vous allez voir que c'est assez prenant comme histoire. Plus on comprend les prémices
et plus on a envie de savoir un petit peu ce qui s'est passé encore avant, à chaque fois. Et donc je vais essayer de vous partager d'autres théories, d'autres informations qui vont peut-être vous intéresser, on va voir. Après, je peux comprendre que là, ça fait 40 minutes, mais je continue l'épisode et à vous de voir si vous voulez continuer la suite. Allez, continuons donc cet épisode qui est très conséquent, mais je vous garantis qu'on apprend des milliers de choses. Tout d'abord, je vous ai donc rajouté 3 autres parties, 3 autres sujets sur lesquels je voudrais discuter un peu plus. Et on va d'abord s'intéresser aux théories quantiques du Big Bang. On va essayer d'explorer un peu les modèles de gravité quantique, et notamment la gravité quantique à boucle, et l'idée aussi qu'un espace-temps granulaire pourrait exister. Alors, comment ces théories pourraient éliminer la singularité initiale et proposer un début sans paradoxe? Donc ça, c'est le premier point sur lequel on va discuter, et vous allez voir, c'est très intéressant. Ensuite, on va parler des nouvelles pistes observationnelles. On va essayer de faire un focus un peu plus précis sur les futures missions spatiales, les télescopes et des expériences aussi en laboratoire qui pourraient nous aider à mieux comprendre les premiers instants de l'univers et donc valider ou réfuter certaines hypothèses. Et le troisième point sur lequel je voulais donc conclure avec vous, c'est le lien entre la cosmologie et la philosophie. J'aimerais en fait finaliser cet épisode avec une réflexion sur la nature du temps, de la causalité et de la réalité elle-même en fait, en lien avec ces théories cosmologistes. Et comment ces découvertes impactent notre vision du monde et même notre place dans l'univers. Et vous allez voir, on apprend plein de trucs. Alors, tout d'abord, on va essayer de parler un petit peu du Big Bang, donc un début du temps, ou un point de symétrie. La première perspective considère le Big Bang comme le début du temps lui-même. Dans ce cadre, demander ce qu'il y avait avant, au final, n'a pas vraiment de sens. C'est un peu comme demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. En gros, le médecin Stephen Hawking, via sa proposition sans bord, donc je parle d'un état de Arthur Hawking, il a popularisé en fait cette idée d'un temps qui est fini, mais sans limite initiale. En gros, l'espace-temps serait courbé sur lui-même, sans bord initial. Et donc ça élimine la nécessité d'un avant absolu. J'espère que vous comprenez. Et comme il l'explique, puisque les événements en fait avant le Big Bang n'ont aucune conséquence observable, eh bien on peut les exclure de la théorie et dire que le temps a commencé au Big Bang. Ainsi, dans ce scénario, le Big Bang marque la naissance du temps et de l'univers sans rien de défini avant. Donc ça n'empêche pas certains modèles d'étendre la notion du temps de partie et d'autres du Big Bang, de manière symétrique par exemple. Donc on a une hypothèse qui suggère que le Big Bang pourrait avoir été un point de symétrie temporelle, plutôt qu'une frontière absolue en fait. Donc avant le Big Bang existerait alors un univers miroir, quasiment identique au nôtre, mais qui évolue au sens inverse du point de vue de l'entropie et de la flèche du temps. J'espère que vous comprenez. L'entropie, c'est le désordre, et la flèche du temps, c'est la continuité du temps. Le temps égale 0 et jusqu'à maintenant. Donc concrètement, le temps s'y écoulerait à rebours par rapport à notre univers. Ce que nous appelons en fait le Big Bang serait pour cet univers miroir une sorte de Big Crunch, donc la fin des temps. Et du coup, dans un tel modèle, toutes les propriétés physiques seraient inversées dans cet univers jumeau, avant le Big Bang. Par exemple, les chiralités des molécules y seraient l'opposé en fait de celle de notre univers. Et notons que ce type de scénario, ça reste purement hypothétique, mais ça illustre comment le Big Bang pourrait ne pas être le début de tout, mais plutôt un changement de régime du temps. Maintenant, je voudrais me concentrer un peu sur l'univers cyclique et la théorie du Big Bounce. C'est une autre classe d'hypothèses qui postule que notre Big Bang n'est qu'un épisode dans une histoire cosmique plus vaste, bien sûr, généralement cyclique. Dans ces scénarios, il y avait bel et bien quelque chose avant un univers précédent. Un univers précédent qui se serait donc contracté, puis aurait rebondi en donnant naissance à notre expansion actuelle. Ça, c'est l'idée du Big Bounce. Donc, au lieu d'une singularité ex nihilo, eh bien, l'univers alternerait des phases de contraction et d'expansion successives. Chaque cycle d'effondrement cosmique, qu'on appelle le Big Crunch, serait suivi d'un Big Bang, marquant le début
d'un nouvel univers en expansion. Et donc, théoriquement, il pourrait y avoir une infinité de Big Bang précédents. L'univers, il n'a ni vrai début, ni fin en fait, mais il oscille éternellement. Et cette idée d'univers cyclique, euh, ça a quand même une longue histoire. Elle remonte quand même aux travaux d'Emile Meyerson, et après il y a des modèles oscillatoires qui ont été envisagés au XXe siècle, mais bon, ça figure quand même dans des cosmologies anciennes, hein. Ça a déjà été, on va dire, on a déjà émis des hypothèses là-dessus, on y a déjà réfléchi. Elle a été revitalisée hein, par des développements en gravité quantique, parce que la technologie s'améliore et notre compréhension s'améliore aussi avec le temps. Et donc, par exemple, en gravitation quantique à boucle, vous avez certaines solutions qui entraînent la singularité initiale et le remplacement par un rebond quantique. Donc, un univers en contraction quantique rebondirait ainsi en univers en expansion. Et donc, ça offrirait un avant-Big Bang concret, quoi. Bon, ces modèles se heurtent à des défis. Bien sûr, l'un d'eux est d'expliquer comment l'univers en contraction pourrait atteindre les conditions nécessaires pour avoir un rebond. Et donc, en particulier, vous avez le médecin Sean Carroll qui note qu'on ne comprend pas pourquoi ni comment un univers en expansion se recontracterait spontanément. Et puis ni comment l'entropie, donc que j'appelle le désordre, qu'on appelle le désordre, serait remis à zéro en fait, hein, pour permettre un nouveau Big Bang peu entropique, en gros. Autrement dit, si l'univers a déjà vécu d'innombrables cycles, il devrait accumuler de l'entropie à chaque itération. Vous voyez? Ce qui rend donc le rebond qui va suivre difficile à expliquer. Et ce problème de l'entropie, mes chers amis, ça reste un enjeu ultra majeur pour la viabilité des modèles du Big Bang. Néanmoins, la recherche se poursuit bien sûr de nos jours pour affiner ces idées cycliques et les rendre compatibles avec les observations. Et vous avez bien compris que pour l'instant, c'est la pure théorie et il n'y a rien qui peut, entre guillemets, prouver, affirmer en fait cette théorie. Au moment, on n'a pas de preuve. Parlons maintenant du dernier point, l'hypothèse de multivers. Donc là, on va parler d'inflation éternelle et des brânes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais je vais vous mettre une image après à l'écran. Et vous saurez ce que c'est les brânes et les univers par an. Donc ça, c'est la troisième grande catégorie d'idées sur l'avant Big Bang, qui fait appel, bien sûr, à des réalités multiples, au-delà de notre univers observable. Et donc, plutôt que de concevoir un seul continuum temporel, eh bien, ces hypothèses de multivers imaginent que notre Big Bang s'insère dans un ensemble plus vaste d'univers, et donc l'inflation éternelle. Par exemple, c'est un modèle dérivé de la théorie de l'inflation cosmique qui suggère que l'expansion exponentielle de l'espace pourrait se prolonger indéfiniment dans certaines régions. Et donc, notre Big Bang ne serait alors qu'une bulle d'univers parmi d'autres, des bébés univers quoi, qui se nucléiseraient constamment au sein d'un espace en inflation perpétuelle, où vous avez chaque bulle qui devienne un univers bien distinct. Et dans ce cadre, avant notre Big Bang immédiat, il y aurait donc un état d'inflation chaotique qui engendrerait continuellement de nouveaux univers. Et ce concept conduit à un univers statistique, où les lois physiques pourraient varier d'une bulle à l'autre, et où le Big Bang de notre bulle n'est qu'un événement local. Alors maintenant, je vais vous poster donc cette image à l'écran. C'est une représentation schématique d'un scénario de collision de brânes dans un vrac multidimensionnel. En gros, notre univers, donc c'est la brâne du haut, okay, elle représente notre espace à 3 dimensions. Et donc elle pourrait rentrer en collision avec une autre brâne, donc c'est la surface du bas. Je pense que vous l'avez compris. Et donc l'impact qui déclenche un Big Bang, c'est cela. C'est dès lors que ces deux brânes se touchent. Ce modèle cosmologique, il est inspiré de la théorie des cordes et est appelé modèle ekpyrotique. Et je vais essayer de vous l'épeler, c'est EKPYROTIQUE. Et cela, ça implique l'existence d'autres univers brânes dans des dimensions supplémentaires. Donc il y a une autre variante qui fait intervenir aussi des univers multiples, et c'est la cosmologie branaire, qui est issue de la théorie des supercordes. Dans le scénario
ekpyrotique, eh bien notre univers résiderait sur une brane, donc une sorte de membrane à 3 dimensions spatiales, je pense que vous l'avez vu, qui flotte dans un espace de dimension supérieure qu'on appelle le vrac. Et donc, un avant Big Bang possible serait alors la collision de notre brane avec une autre brane de ce vrac. Et du coup, collision cataclysmique qui aurait donc libéré l'énergie du Big Bang et formé notre univers. Alors ce modèle, il est proposé bien sûr entre autres par Neil Turok et Paul Steinhardt, et qui prévoit naturellement un univers, un multivers branaire, si on peut dire ça comme ça. Donc vous avez d'autres branes, donc d'autres univers qui coexistent dans les dimensions cachées, et vous avez donc plusieurs Big Bang qui peuvent se produire lors de collisions sporadiques. Bien que séduisant, bien sûr, ça a l'air un peu stylé comme idée, mais le scénario ekpyrotique reste quand même spéculatif et difficile à tester, bien sûr, parce que ces branes et ces dimensions supplémentaires ne sont pas directement observables, bien sûr. Alors après, bien sûr, vous avez certains chercheurs, certains scientifiques qui imaginent que notre Big Bang, en fait, pourrait être le bébé d'un univers parent, en fait. Et selon une proposition de Sean Carroll et Jennifer Chen, l'univers que nous connaissons pourrait provenir, en fait, d'une fluctuation quantique dans un univers préexistant plus vaste. Et ce processus, donc, serait analogue à la désintégration radioactive, tout comme un noyau instable qui émet une particule en se désintégrant, donc un métaverse, donc univers parent, qui pourrait engendrer spontanément un nouvel univers en détachant une bulle d'espace-temps. Alors il faut faire preuve d'imagination, je peux vous l'accorder, mais vous voyez que quand même l'idée est assez intéressante. Donc notre Big Bang correspondrait à la naissance de cet univers enfant, détaché du parent, et donc de tels univers parallèles seraient ainsi créés et n'interagiraient pas avec le nôtre. Donc ce qui rend leur détection très ardue, bien sûr. Et ce concept rejoint l'idée plus générale d'un multivers quantique, où chaque univers en fait naît d'un événement quantique rare. Et là encore, nous sommes dans le domaine des idées spéculatives, et donc ces idées parents-enfants ne peuvent... Ces idées spéculatives, bien sûr, que quand on parle d'univers parent-enfant, ne peuvent pas pour l'instant être observées, bien sûr, et la théorie sous-jacente, qui est une éventuelle gravité quantique, n'est pas encore établie, bien sûr. Alors qu'il s'agisse d'un temps qui commence au Big Bang, d'un univers précédent qui rebondit, ou d'un multivers qui engendre notre cosmos, toutes ces visions de l'avant-Big Bang demeurent fortement théoriques. Il n'y a aucune expérience ou observation, qu'on soit bien d'accord à ce jour, qui ne permet de trancher entre ces modèles. Donc les conditions extrêmes de l'ère initiale, donc densité et les énergies colossales, échappent aux lois physiques actuelles, de sorte que les cosmologistes travaillent à élaborer une nouvelle physique, notamment une théorie de la gravitation quantique, pour décrire donc cette période. Vous avez des avancées spéciales, expérimentales, futures, comme la détection d'ondes gravitationnelles primordiales, ou même des indices fossiles dans le rayonnement cosmologique, qui pourraient apporter des contraintes précieuses sur ces scénarios. Bon, en attendant, l'avant Big Bang reste quand même un sujet fascinant, où s'entrecroisent cosmologie, physique des particules, théorie quantique, et même la philosophie, ce qui témoigne donc de notre quête inlassable pour comprendre l'origine ultime de notre univers. Voilà, j'espère que cet épisode en tout cas vous a plu. Il était énormément, conséquent, vous avez vu, mais cela rejoint un petit peu, toutes les petites vidéos que j'avais fait un petit peu sur le Big Bang, les théories un petit peu alternatives et tout ça. Je voulais vraiment créer un épisode complet qui rassemble un peu toutes ces anciennes vidéos que j'avais fait à l'époque, et je pense que ça résume, vraiment correctement tout ce que j'avais pu dire avant, et j'ai même pu mettre à jour certaines informations aussi. Bien sûr, on peut continuer la discussion, on peut aussi encore continuer dans d'autres théories, mais après, je sais très bien que là, on va dépasser l'heure, donc je ne vais pas trop non plus m'enflammer. En tout cas, j'espère que la bande son vous a plu. C'est une bande son que j'avais faite il y a un petit moment, mais voilà, j'espère que ça a pu vous détendre un petit peu, vous relaxer, et j'espère que ma voix aussi était pas trop grave et que ça a pu vous plaire. En tout cas, que c'était assez agréable à écouter, et encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça à m'encourager, à liker, à partager. Voilà, c'est vraiment important pour moi de me donner de la visibilité, et voilà, j'essaie de vous préparer d'autres épisodes aussi prochainement, bien sûr. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, comme tout le monde, on a du travail, et donc voilà, je n'ai pas forcément le temps de faire des gros montages vidéo, mais prochainement, je suis en train de vous préparer 2 gros reportages, assez conséquents sur l'astronomie,
qui seront vraiment conséquents. Il y aura vraiment de l'animation, des vidéos, des photos. Je serai même aussi, moi-même sur la vidéo, sur les reportages. Donc j'essaierai, de vous préparer tout ça, je pense d'ici, 1 semaine ou 2 maximum. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.